Donc je suis Mathieu Kahn, je suis le responsable à l'agence des actions de conseil et de contrôle des acteurs économiques et je suis extrêmement heureux, honoré d'être parmi vous pour animer cette table ronde consacrée aux enjeux du recueil et du traitement d'alerte interne par les acteurs privés, dans le miroir acteurs publics, acteurs économiques que nous organisons au sein de l'agence. J'ai la chance d'être entouré d'un panel varié et extrêmement compétent avec Kathleen Roussel. Kathleen, vous avez notamment occupé au ministère canadien de la Justice les fonctions de sous-procureur général et de directrice des poursuites pénales de 2017 à 2024. Vous exercez désormais comme conseillère principale à l'Agence des services frontaliers du Canada comme voilà, conseillère principale et championne des langues officielles. Et vous êtes également et surtout président du groupe de travail de l'OCDE sur la corruption. Et le mandat de ce groupe de travail, c'est le suivi de la mise en œuvre et de l'application de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, de la recommandation de 2021 et des autres instruments connexes. Je suis également entouré de Stéphanie Scoop. Alors Stéphanie, vous avez exercé dans le conseil avant de vous consacrer à l'intégrité dans le monde de l'entreprise au sein du groupe La Poste et désormais d'ADP, dont vous êtes désormais la directrice de l'éthique. Parallèlement, vous avez cofondé le Cercle d'éthique des affaires, dont vous assurez la présidence depuis 2003. Et Catherine Dambeau. Catherine, vous êtes directrice conformité au sein de la mutuelle MGEN, qui est membre du groupe Vive, spécialisée en assurance et en protection sociale. Vous avez une formation de droit des affaires, vous avez occupé la responsabilité conformité dans plusieurs entreprises, validée par les CPR, et vous êtes référente anticorruption, désignée comme telle par le directeur général de la MGEN, en ayant en charge notamment les projets d'éthique des affaires dans l'entreprise, dont celui du traitement des alertes internes anticorruption. Parce que l'alerte interne, on l'a vu, est un moyen très efficace de détection des dysfonctionnements, y compris dans le monde de l'entreprise. C'est un levier pour identifier les difficultés en matière de fraude, en matière également d'anticorruption. Je voudrais juste donner quelques chiffres. Le rapport aux nations de l'AFCA 2022 estimait que l'alerte interne représentait le premier canal de détection de la fraude en entreprise, avec 42% des alertes en entreprise qui étaient détectées worldwide par ce biais, loin devant l'audit interne, 16%, et la voie hiérarchique. L'alerte interne est aussi un moyen de réduire considérablement les délais de détection en passant de plus d'1 an et demi à 1 an. Et donc c'est dans cet esprit qu'il faut lire les obligations qui ont été posées en matière d'alerte interne par la réglementation, par la loi Sapin 2 en particulier, que ce soit au travers de l'article 8 ou de l'article 17. Et donc sans plus tarder, moi j'aimerais voir avec mon panel comment les entreprises appliquent ces obligations, non seulement en matière de recueil, mais également de traitement. Comment s'en saisissent-elles pour définir un cadre et une modalité allant jusqu'à apporter les garanties d'impartialité requises à l'alerte interne. Et peut-être Kathleen, je vais vous laisser prendre la parole pour présenter ce qui est recommandé dans le cadre international, dans le cadre de l'OCDE. Merci beaucoup. Premièrement, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Il faut comprendre que l'AFA, pour le groupe de travail de l'OCDE, est vraiment un partenaire essentiel. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. C'est doublement un plaisir parce qu'il faut savoir que je suis arrivée à Paris hier matin pour constater qu'il faisait environ 15 degrés. Et chez moi, il fait environ moins 15 degrés. Donc, il semblerait que le groupe de travail a très bien choisi la semaine. Le thème m'intéresse particulièrement. C'est quelque chose, je peux en parler, c'est des questions. Au Canada, on n'a pas un bon système de lanceurs d'alerte. Je vais vous parler du cadre du groupe de travail et de la recommandation de 2021. Le Canada n'est pas unique à ne pas bien traiter les lanceurs d'alerte et de ne pas avoir de protections qui sont adéquates.
D'ailleurs, c'est un thème que le groupe de travail va reprendre mercredi matin dans l'optique de notre dialogue global qui rassemble nos 46 membres à la Convention sur l'anticorruption et d'autres pays invités qui vont nous parler de leur protection en matière de lancement d'alerte. C'est évident que c'est indispensable de pouvoir avoir un système de lancement d'alerte. C'est quelque chose que, en faisant le travail du groupe de travail, qui est vraiment le monitoring par les pairs, on s'est rendu compte que c'était tellement essentiel que dans la recommandation de 2021 qui vient compléter les obligations de la Convention sur l'anticorruption, on a repris la question du lancement d'alerte pour essayer d'avoir quelque chose de concret que nos membres pourraient aspirer à avoir dans leur cadre législatif, mais aussi pour essayer d'inciter le secteur public à mieux s'outiller en matière de lancement d'alerte. Donc, dans la recommandation, on a des dispositions qui sont pertinentes au lancement. Précisément, 3 piliers essentiels. Premièrement, les États membres doivent développer un cadre juridique et institutionnel complet. Ça implique une définition large du lanceur d'alerte, donc pas simplement cibler les employés, mais aussi les contracteurs, les anciens employés, les consultants et les partenaires commerciaux. Comme on le sait souvent, c'est avec les partenaires commerciaux que la corruption peut s'installer, donc c'est important qu'eux aussi puissent avoir une protection comme lanceurs d'alerte. La protection doit garantir la confidentialité de l'identité et du contenu des signalements. On veut aussi voir une représentation large de ce qu'est une représaille ou des sanctions. Et encore faut-il que les sanctions, quand on trouve des représailles, soient proportionnelles et dissuasives. Le deuxième pilier repose sur les canaux de signalement qui doivent être visibles, simples à utiliser et garantir une réelle protection aux lanceurs d'alerte. À cet égard, la recommandation invite les États membres à encourager les entreprises à mettre en place des cadres internes de protection qui sont clairs, bien définis et prévoir des canaux de signalement visibles, accessibles et aussi diversifiés. Finalement, le troisième pilier est assez, je dirais, assez simple, c'est que les États membres s'assurent que les protections qui sont prévues par la loi ne soient pas théoriques, mais fonctionnent réellement dans la pratique. On voit d'ailleurs souvent une problématique qui s'installe où les États membres, dont le mien, auront une protection dans le secteur public, mais aucune protection valable dans le secteur privé. Je pourrais en parler un petit peu plus tantôt. Je vous dirais que c'est évident qu'on voit sur le terrain que ça ne fonctionne pas tellement bien à date. Je pense qu'on a beaucoup, dans le groupe de travail, accru toute la question, la connaissance des mesures et des bonnes pratiques, mais on a présentement 16 pays sur 46 qui font face à des recommandations pour améliorer leur cadre juridique en matière de lancement d'alerte. Donc, ça vous dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de notre côté. Je vais arrêter là et je vais passer la parole à mes collègues. Oui, merci beaucoup, Kathleen. Maintenant qu'on a vu ce cadre général hein, qui recoupe une grande partie de Sapin 2 et des recommandations de l'AFA, comment concrètement vous les appliquez au sein des entreprises, à la fois sous votre casquette de présidente du CEA et de directrice éthique d'ADP? Peut-être vous redire, le Cercle éthique des affaires, c'est 60 entreprises françaises. Voilà, ça vous permet de voir d'où je parle. Et on a publié 2 guides sur le sujet, un guide sur le traitement des alertes et un guide sur la question des enquêtes.
Clairement, quand on applique l'article 17 et puis également le code de commerce, en fait, sur les atteintes de gravité grave, et puis la loi Wasserman qui est venue nous donner aussi une petite incentive sur la mise en œuvre d'un dispositif de qualité en interne, puisque le recours à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt une pression positive pour les entreprises, hein. L'objectif qu'on se fixe, il est, on va dire, double. C'est à la fois d'avoir un dispositif qui est connu et accessible à tous. Accessible à tous, on a bien dit que ce n'était pas accessible qu'aux collaborateurs en interne. Il faut absolument, en fait, et c'est le cas dans la majorité des entreprises, le fait que des collaborateurs de sous-traitants, par exemple, ou des partenaires puissent y avoir recours. Pour que ce soit accessible aussi, nous, on a fait le pari dans beaucoup d'entreprises de mutualiser le dispositif d'alerte, puisqu'on voit arriver dans les entreprises des alertes qui sont de plus en plus complexes, et on peut avoir un mix en fait entre un cas RH et de la corruption. On peut avoir en fait, on a par exemple de plus en plus corruption, cybercriminalité. Donc on a vraiment des choses assez complexes, et le fait d'avoir un dispositif unique, ça permet quand même aux collaborateurs, où qu'ils soient, d'avoir un seul système. Ce qui ne signifie pas qu'on traite tout de la même façon. Mais ça, c'est un point qui est important. Ensuite, on l'a dit, la loi Wasserman, elle est venue appuyer sur le fait de mettre à la fois de la confiance et de la protection, un renforcement sur ces deux points. Qui dit confiance? Alors, il y a plein de critères de la confiance sur les dispositifs d'alerte en entreprise. Un des points, c'est est-ce que les personnes qui vont traiter sont totalement indépendantes? Sur la question d'indépendance, la question peut se poser de différentes façons. Ça peut être une question de rattachement. Par exemple, moi, chez Aéroports de Paris, je suis rattachée au PDG directement, justement pour garantir cette indépendance. C'est-à-dire que je ne peux pas subir de pression du management. Et si mon président était mis en cause dans une affaire de corruption, alors en fait, j'aurais un droit de recours au président du comité d'audit et des risques du conseil d'administration, qui est une personnalité extérieure. La question aussi de la confiance, elle se bâtit sur le fait d'avoir un process qui est à la fois structuré et extrêmement bien défini, qu'on encadre en fait, alors ça peut avoir différents noms dans les entreprises, mais par des chartes de traitement. C'est-à-dire que le collaborateur externe ou interne qui saisit le dispositif d'alerte, il doit savoir qui reçoit et comment ça va être traité, parce que c'est un caractère de confiance. La question de la protection, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise met en œuvre pour protéger les collaborateurs? Ce qui est une question quand même assez délicate et pas facile à traiter, mais ça passe aussi par la capacité de l'entreprise à partager des exemples de cas qui ont été traités et à partager en fait la façon dont on peut accompagner les collaborateurs sur le sujet. Il y a aussi une question dans l'indépendance que j'ai pas entendu forcément citer avant, mais qui était une question il y a quelques années, ça l'est moins aujourd'hui, le fait d'avoir des dispositifs indépendants des systèmes d'information de l'entreprise. C'est pour ça que dans les entreprises, on a beaucoup de plateformes externalisées, ce qui permet de garantir ça. Je vais vous partager juste quelques chiffres en fait sur ces questions-là, qui sont donc au Cercle éthique des affaires, on a un baromètre du climat éthique annuel, hein, et on mesure la perception des salariés des grandes entreprises. Aujourd'hui, dans les grandes entreprises, on a 73% des collaborateurs qui connaissent les dispositifs d'alerte. Ça, c'est en amélioration. Si je fais le parallèle avec ADP, par exemple, pour vous donner un point de comparaison, on est à 82%. On a 80% des collaborateurs qui sont prêts à lancer une alerte. C'est à peu près pareil chez ADP. On a 64% des collaborateurs qui font confiance. Et ça, c'est 72% chez ADP. Je pose ces chiffres-là parce que c'est extrêmement difficile de se dire un dispositif d'alerte, il est pertinent. C'est-à-dire la volumétrie n'est pas un gage de pertinence. Quand on lance le dispositif d'alerte sur une entité ou dans un pays, on a souvent une vague avec un pic d'alerte, mais les alertes sont très peu étayées. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 phrases, on peut avoir un manque de nom, un manque
un manque d'éléments qui nous permettent de traiter. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas ce type d'alerte. On va le prendre comme un signal faible qui va permettre en fait de mettre par exemple en place des audits. Mais ce n'est pas forcément le nombre qui qualifie l'efficacité. En tout cas, le fait, nous, dans les entreprises du cercle éthique des affaires, on s'accorde à dire que s'il y a un bon niveau de confiance et un bon niveau de notoriété, a priori, le nombre qu'on collecte dans les systèmes d'alerte est plutôt un nombre en cohérence avec la réalité. Et bien sûr, le système d'alerte dont on parle, ce qui est un email, une plateforme externalisée, ça vient en complément de bien autre chose. C'est-à-dire que c'est en complément d'une culture, mais je pense qu'on y reviendra après. Et chez nous, en fait, le lanceur d'alerte, il ne va avoir le statut lanceur d'alerte que si l'alerte, enfin le signalement est qualifié de recevable. Donc il y a un gros travail aussi de filtrage en fait de recevabilité quand on reçoit, c'est-à-dire que est-ce qu'on a suffisamment d'éléments, est-ce que les éléments qui sont mentionnés sont des atteintes graves à la probité, etc., etc. Et ça, c'est un gros filtre. Et il faut juste, dernier petit chiffre, en entreprise, par exemple, chez Aéroports de Paris, on a 132 alertes par an en 2025, mais on a des entreprises où il y a plusieurs milliers d'alertes. Donc, en termes de traitement, c'est aussi un ajustement par rapport à cette volumétrie et le fait de qualifier la gravité est extrêmement important. Merci beaucoup, Stéphanie. Peut-être un regard complémentaire en miroir d'une entreprise importante du secteur de la prévoyance et de l'assurance. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Madame la directrice de l'AFA, pour l'invitation à apporter effectivement un éclairage externe sur l'entreprise telle que le groupe MGN. Alors, la particularité du groupe MGN, c'est que c'est une entreprise du secteur privé, mais néanmoins en forte interaction avec le secteur public, puisque à la fois en couverture santé-prévoyance pour un certain nombre d'agents, on est la première mutuelle des agents du service public, puisqu'on a gagné, comme vous le savez, un certain nombre de marchés publics de différents ministères, pas tous, mais la plupart. Et effectivement, on voit bien les zones de risque qu'il peut y avoir dans nos interactions dans ce cadre-là. Et finalement, comment le groupe MGN s'est approprié ces enjeux de probité et d'intégrité? Je dirais tout d'abord, ça passe par le top of the town. C'est effectivement les instances dirigeantes qui portent au plus haut niveau leur engagement en la matière. Ça se traduit notamment au regard de ces valeurs mutualistes, à la fois de solidarité basée sur l'humain, mais surtout de vouloir inscrire donc cette thématique dans son plan stratégique, notamment un volet RSE et éthique des affaires. C'est aussi la volonté de promouvoir la culture d'entreprise en la matière. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler tout au long de cette matinée. C'est aussi s'inspirer des bonnes pratiques que l'AFA notamment a mis en avant dans le cadre d'une lettre d'affirmation des membres du comité exécutif, que de pouvoir justement montrer l'exemplarité en la matière. Et finalement, notre approche, pour ce qui concerne le dispositif d'alerte interne, il est basé sur un double enjeu. Pour l'entreprise, je crois qu'on en a également parlé ce matin, c'est vraiment un enjeu de crédibilité assez fort et de réputation que de pouvoir effectivement montrer la bonne efficacité de son programme anticorruption et en particulier de son dispositif d'alerte interne. C'est aussi en positionnant, et Stéphanie vient de le dire, le référent anticorruption dans l'entreprise, c'est la fonction clé conformité. Et en assurance, vous le savez, qui est une activité réglementée, la fonction clé conformité, c'est une fonction indépendante dans l'organisation. En principe rattaché en direct au directeur général. Ça peut être du lien fonctionnel également, mais c'est ce qui permet aussi d'être un garde-fou quelque part sur le traitement de ces alertes en interne. Et la fonction clé dispose notamment d'un accès direct au conseil d'administration et auprès des dirigeants effectifs. L'autre enjeu, il concerne les personnes en tant que telles, les personnes qui vont émettre le signalement concernant des faits effectivement de corruption, parfois dans un contexte un peu sensible, et c'est leur permettre justement un espace de dialogue, un espace de confiance, de rassurance
pour pouvoir effectivement s'exprimer en toute confidentialité et sécurité. On a parlé un peu d'outils également. Je pense que c'est important pour mettre l'ensemble des parties prenantes en confiance. Et finalement, quel cadre a été donné au sein du groupe MGN pour structurer ces éléments? De façon assez classique, c'est un cadre procédural, c'est un code de conduite et d'éthique qui est remis notamment à tout nouvel entrant, salariés, administrateurs, membres du comité exécutif, qui est révisé en fonction de la cartographie des risques de corruption, elle-même révisée selon les enjeux d'activité ou de changement majeur d'activité. Et ça a été le cas notamment dans le cadre de la PSC et justement de nos interactions dans le cadre des marchés publics. C'est la procédure en tant que telle d'alerte interne qui est mise à disposition également et accessible sur notre intranet, qui prévoit effectivement l'ensemble du circuit, tant en interne qu'en externe. Et puis ensuite, et enfin, je dirais, et surtout, c'est la promotion et la communication et la formation. C'est vraiment apporter, que ce soit au niveau de la mise en place de e-learning, que ce soit avec des formations très ciblées, c'est ce qu'on a mis en place, notamment avec les personnels les plus exposés dans l'entreprise, et on va en faire une prochainement en matière de déontologie et de conflit d'intérêts avec un référent, un déontologue du secteur public notamment, pour expliquer justement le sens, bien expliquer effectivement que les procédures peuvent être différentes. Alors chez nous, elles sont distinguées, elles ne sont pas mutualisées en ce qui concerne les autres faits de nature plutôt RH. Ça a été un choix nous concernant par rapport à une expertise qui nous semble différente sur des sujets de cette nature. Et effectivement, l'enjeu, c'est vraiment de s'approprier le dispositif par une connaissance et une compréhension des différents enjeux. Merci beaucoup à toutes les trois pour ce premier tour d'horizon qui est déjà très riche. Moi j'en retiens quand même plusieurs points forts de ce qu'on a vu, à la fois tiré de la recommandation 2021 et puis de votre pratique, accessibilité du dispositif, indépendance du traitement, structuration des processus, évidemment garantie de protection dans un cadre clair et proportionné. Et l'enjeu, c'est bien de passer de la théorie à la pratique. Alors justement, vous avez commencé à partager avec nous quelques pratiques. Est-ce que vous pouvez les détailler de façon très concrète? Peut-être Stéphanie, quelles sont vraiment les bonnes pratiques ou les mauvaises que vous voudriez porter à notre connaissance? Les mauvaises, je sais pas, j'en pratique pas, donc non, mais il y a un point de protection qu'on n'a pas valorisé, qui est la possibilité d'être anonyme. C'est un élément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes d'alerte nous permettent quand même de communiquer avec des lanceurs d'alerte de manière assez simple. Donc ça, c'est une bonne pratique. Donner la possibilité aux collaborateurs de pouvoir, aux collaborateurs ou à une personne X, dont on ne connaît pas l'identité, de pouvoir nous remonter des éléments parce que c'est un levier de protection. Je pense que ce qui est important de comprendre, en tout cas, c'est les questions qu'on se pose quand on est en entreprise ou quand on discute en tant qu'entreprise, c'est que le système d'alerte, il doit s'inscrire dans une culture de l'entreprise. On en a parlé un petit peu, mais notamment vis-à-vis des managers. Nous, on dit toujours que le dispositif d'alerte, c'est quelque part un dernier recours. S'il y a un bon dialogue en fait avec le manager, quelque part, on peut faire la prévention et notamment, on peut animer des cas qui ont été traités dans le dispositif d'alerte et se dire comment on peut y répondre. Quelque part, c'est une alerte qu'on ne va pas avoir parce que collectivement, on va acquérir une certaine résilience. C'est aussi articuler en fait ce dispositif avec d'autres dispositifs, l'audit, le contrôle interne, parce que on est un des acteurs de la détection, mais on n'est pas forcément les seuls. Et il y a aussi décrypter le contexte environnant des entreprises. On voit que il y a quand même une tension économique forte, une tension sociale qui est forte, donc la tentation qui est de plus en plus importante. Et ce qui se pose en fait aux collaborateurs, c'est comment préserver la loyauté de nos collaborateurs,
Ça passe par le contrat de travail, mais ça ne passe pas que par le contrat de travail, ça passe aussi par la fierté d'appartenir à une entreprise qui potentiellement a mis en place un dispositif d'alerte et qui est en capacité de montrer qu'elle les traite bien. Ça contribue énormément à la culture. Pour arriver à ça, ça veut dire embarquer tous les acteurs du dispositif d'alerte et notamment les représentants du personnel qui, au début, en fait, quand on mettait en place ce type de dispositif, ont pu être un peu s'inscrire en contre. Moi, je leur dis souvent que quelque part, c'est un des seuls dispositifs, enfin un des seuls, non pas le seul, mais un des dispositifs sur lequel on a le même enjeu qui est de protéger les collaborateurs. Et quand on voit dans la littérature, en fait, les collaborateurs qui remontent des cas, souvent, il y a une BD notamment qui s'appelle Lanceur d'alerte, qui est extrêmement intéressante, qui montre comment un lanceur d'alerte peut se sentir isolé, seul, parce qu'il va remonter à son entreprise quelque chose qu'elle n'est pas en capacité de traiter. Et quelque part, c'est extrêmement difficile pour un collaborateur, quand il l'aime, d'être déloyal. Et ça, on a un terrain et un terreau à travailler là-dessus. Il faut aussi embarquer les dirigeants, notamment, par exemple, quand on traite une alerte pour des soucis de confidentialité, on peut ne pas avertir le manager de l'équipe dans laquelle on enquête. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas allumer une petite lumière s'il n'y a rien. Et puis, c'est une façon aussi de préserver la confidentialité, point qui est extrêmement important. Et effectivement, les collaborateurs, ils ont besoin de savoir, et dans le baromètre du climat éthique, on regarde, puisque je vous ai dit, il y a 80% des collaborateurs qui sont des salariés des grandes entreprises qui sont prêts à lancer une alerte. Dans les 20% restants, globalement, les raisons qui feraient qu'ils ne le lanceraient pas, c'est la question des représailles, le fait que peut-être ils ont le sentiment que les alertes ne sont pas traitées ou que ça ne sert à rien. Et ça, c'est des choses qu'on peut traiter en communication en disant, ben voilà, cette année, on a traité X cas, et dans ces X cas, ça a donné lieu à X sanctions. Donc ça, c'est un point important. Et souvent, dans les entreprises, au début, enfin, dans la mise en place, on est timide à communiquer sur ce dispositif d'alerte et ça leur paraît être une boîte noire. Et je pense qu'il faut arriver à décloisonner cette chose-là. Dans les bonnes pratiques, donc j'ai parlé un peu de confidentialité, il y a la question de la collégialité. On ne traite pas seul, et il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Par exemple, chez Aéroports de Paris, on ne traite pas seul en fait les alertes. On a des comités de traitement qui associent différentes expertises, qui permet de croiser les regards. Et aujourd'hui, vu la volumétrie, on ajuste aussi cette collégialité en fonction de la gravité des faits qui nous sont remontés. Il y a la question aussi de l'objectivité, c'est-à-dire tout le process, on va dire, quand on lance une enquête. On n'est pas obligé de traiter d'ailleurs par une enquête, on parle beaucoup d'enquêtes internes, mais une alerte, en fait, elle peut donner lieu à des vérifications. On peut aussi se dire, c'est pas suffisamment détaillé, mais par contre, ça mérite qu'on aille faire un audit pour creuser. Enfin, il y a différentes façons de le traiter. Une fois qu'on est au niveau de l'enquête, il y a la question de l'objectivité et du à charge et à décharge qui est extrêmement important. Ça veut dire que les enquêteurs, enfin les personnes qui sont chargées de mener les enquêtes ont des formations spécifiques. Donc, nous, on les forme, enfin, on a un parcours de formation, on a aussi un guide enquêteur qui permet aussi d'homogénéiser la culture enquête au sein de l'entreprise, parce qu'on opère aussi dans des pays voilà, où on n'a pas forcément la même culture, pas forcément la même façon de voir. En revanche, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait la même façon de faire les enquêtes. Et ça, c'est extrêmement important. Une autre bonne pratique aussi est la question de la proportionnalité des moyens. C'est-à-dire que, en fonction des allégations qui sont remontées, on peut ajuster le fait, par exemple, de saisir les emails ou non, de saisir le matériel informatique ou non, par exemple les téléphones portables. Et ça, c'est quelque chose qu'on documente énormément, justement pour protéger l'entreprise, puisque en entreprise, on a aussi des lanceurs d'alerte, et ça arrive, qui une fois qu'ils sont sanctionnés, voire licenciés pour des faits d'atteinte à la probité, peuvent attaquer l'entreprise
pour attaquer la procédure. Donc c'est pour ça aussi, on a un enjeu à la fois de protection des collaborateurs pour leur permettre de faire des alertes, mais aussi de protection de la procédure pour qu'elle puisse être inattaquable ensuite. Catherine, est-ce que justement vos nombreuses interactions avec le secteur public, les agents publics, vous ont amené à développer des pratiques voilà, particulières que vous aimeriez partager avec nous? Tout à fait. Je pense qu'on va effectivement se recouper sur certains points avec ce qui a été dit par Stéphanie. Alors effectivement, dans le cadre du déploiement de la protection sociale complémentaire pour les fonctionnaires, on a pu mettre en place un kit à la fois rappelant les bonnes pratiques dans le cadre des interactions qu'il peut y avoir avec les agents du service public, que ce soit lors d'événements, que ce soit lors d'invitations ou tout simplement de cadeaux de fin d'année. Effectivement, pour être respectueux du Code des marchés publics, il y a évidemment toute cette période zone rouge à éviter en amont et pendant évidemment d'établissement du cahier des charges. Donc on a pu notamment former également aussi bien les personnels les plus exposés que notre réseau de militants en la matière. Mais je voulais aussi revenir finalement sur comment on déploie concrètement en entreprise l'ensemble du corpus. Donc on a effectivement une procédure, on a les recommandations de l'AFA, etc. Mais dans la vraie vie, comment ça se passe finalement, puisqu'on traite de l'humain. Et quand on parle de l'humain, c'est aussi les personnes qui vont enquêter, dont c'est pas le métier. La conformité, effectivement, on a des enjeux de vulgarisation, on va dire, sur tout un ensemble de réglementations, mais enquêter, poser les bonnes questions, rédiger un rapport d'enquête, c'est notre mission. Donc finalement, on a aussi bien tant du côté de la personne qui fait le signalement, qui est présumée de bonne foi, on a la personne qui fait l'objet justement d'une accusation et qui fait l'objet d'une présomption d'innocence, hein, puisqu'on doit effectivement instruire à charge et à décharge. Et puis il y a les enquêteurs. Et donc nous, mon équipe a été formée en la matière pour justement pouvoir rassurer, poser les bonnes questions, rédiger, passer dans un mode de contradiction et de validation avec l'ensemble des parties prenantes. Donc on a été à un moment donné aussi face à une difficulté, c'est qu'on n'avait pas vraiment de mode opératoire, de mode d'emploi. Très pratique, je dirais, pratico-pratique. Donc on avait fait un benchmark et je dis pas ça parce que ma voisine est présidente du CEA, mais on s'est beaucoup appuyé sur le guide de l'enquête interne, hein, puisqu'il y a effectivement beaucoup d'éléments avec des fiches pratiques, des questions à poser, etc. Donc ça nous a guidés en plus des formations. On a effectivement rappelé, on a du coup rédigé une charte de l'enquêteur à partir de là. Et on a rappelé l'ensemble des éléments principaux et structurants, les devoirs et obligations de chaque partie, évidemment la confidentialité qui est importante dans l'ensemble du dispositif, l'impartialité, je pense qu'il faut aussi faire preuve d'esprit critique sur les différents sujets qui peuvent être remontés, et surtout ne jamais préjuger ou de minimiser les faits. Ça, c'est important dans notre posture et dans notre approche, quel que soit le sujet, voilà, quand bien même cadeaux et invitations qui pourraient paraître mineurs, l'ensemble des signalements sont traités de la même façon. Pour aboutir effectivement à une préconisation, selon que c'est qualifié ou disqualifié, auprès des instances dirigeantes qui prennent la décision de sanctions éventuellement et adaptées, proportionnelles aux faits qui sont remontés. Chez nous, on n'a pas de comité dédié en la matière, donc c'est effectivement un circuit assez court. Néanmoins, le comité d'audit chez nous peut faire office effectivement selon la gravité des faits d'instances collégiales pour accompagner sur le traitement d'un sujet. Je dirais, voilà, en conclusion, un peu en must-have sur les bonnes pratiques, un mode opératoire qui soit vraiment précis, traçable, qui repose vraiment sur l'ensemble des principes tels qu'on vient de l'évoquer. Il faut à la fois faire preuve d'agilité, de disponibilité, d'écoute, de rigueur, d'esprit critique, pour pouvoir justement mettre en confiance et aboutir sur un dispositif qui soit le plus pertinent possible. Merci beaucoup, Catherine. Alors, Kathleen, à la fois, vous nous avez
fait un petit teasing dans votre premier propos, et puis j'ai entendu dire que vous aviez des mauvaises pratiques à faire valoir. Tout à fait. Malheureusement, avec nos 46 pays membres, on voit concrètement l'effet des mauvaises pratiques. La première qu'on voit souvent, c'est ce qu'on appelle la fragmentation du cadre législatif. Donc, on va avoir dans un seul pays différents codes législatifs qui vont avoir des protections des lanceurs d'alerte. Ça sonne bien de dire on l'a à plusieurs endroits. On va le voir, par exemple, dans un cadre législatif pénal, dans un cadre de droit du travail ou de droit des entreprises. Par contre, ce qu'on voit quand on a ça, c'est que souvent, il n'y a pas d'alignement entre les trois cadres législatifs. Ce que ça veut dire, c'est que ça laisse des trous. Donc, on va avoir un code législatif, par exemple, sur le droit des entreprises, qui aura une définition différente de représailles de ce qu'on va voir dans le code qui couvre la fonction publique. Et ça cause évidemment, la fragmentation va causer justement différentes portes d'entrée, mais en même temps, des protections différentes ou manquantes à certains endroits qui ne sont pas particulièrement réassurants pour les lanceurs d'alerte. Et quand on parle de corruption d'agents publics étrangers, c'est important parce qu'en même temps, on aura des pommes pourrites autant dans les entreprises qu'on les aura peut-être dans le gouvernement, soit étranger ou le gouvernement du pays où le lanceur d'alerte peut se présenter. On voit aussi, mes collègues ont parlé de motifs indirectement dans le sens où on présume la bonne foi. Malheureusement, plusieurs des cadres qu'on voit font le contraire. On va voir des cadres qui vont seulement protéger un lanceur d'alerte dans l'éventualité où on décide que les motifs sont nobles. Il n'y a pas de présomption de bonne foi. Ce que ça fait concrètement, c'est que le lanceur d'alerte s'expose à une enquête sur ses propres motifs. Et je peux vous dire, comme ancienne procureure, on sait toujours que les motifs ne sont peut-être pas honorables. Ça ne change pas le fait qu'on a besoin du témoin. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a des lanceurs d'alerte qui ne veulent pas s'exposer justement parce qu'ils ne veulent pas l'enquête sur leurs motifs, qui peuvent ou ne peuvent pas être nobles. Et il faut savoir que dans notre cas, on est un organisme qui regarde beaucoup l'application de la loi. Donc, quand on se penche sur les motifs, c'est évident qu'on va perdre beaucoup d'alertes. Pour parler de fragmentation, l'autre chose qu'on voit, vous allez le savoir, dans toutes les administrations fédérales, notamment, c'est vrai au Canada, et dans un pays comme le Canada, où on a aussi les provinces qui œuvrent souvent dans les mêmes champs d'application, il y a beaucoup de fragmentation dans le sens où il y a différentes portes où le lanceur d'alerte peut aller cogner et se faire dire « tu n'es pas à la bonne porte », avec très peu d'aide pour se rendre au bon endroit. Il y a très peu de communication, souvent efficace, entre les différents organismes, même au sein d'un même gouvernement, ce qui fait qu'un lanceur d'alerte peut se présenter à une porte et simplement se retirer quand on lui dit qu'il n'est pas au bon endroit. Donc, on va perdre de ce côté-là, je pense, d'informations qui est importante, où l'information peut être présentée d'un ministère à l'autre, mais c'est un peu ce qu'on appelle le téléphone cassé, parce que des fois, l'information se rend mal et comme on disait dans le panel précédent, on peut perdre de l'information, surtout si on a un lanceur d'alerte qui est anonyme. Je dirais, finalement, on voit qu'il n'y a pas toujours de bonnes pratiques en matière de communication des protections pour les lanceurs d'alerte. Souvent, les ambassades, qui sont très importantes pour le travail en matière de corruption étrangère, ne sont pas au courant des protections qui sont disponibles dans leur pays, donc incapables de bien aider ou de bien outiller les lanceurs d'alerte qui peuvent se présenter dans un pays étranger à l'ambassade du pays d'où la corruption, moi j'appelle ça l'exportation de la corruption s'est faite. Donc c'est vraiment tout un exercice de fragmentation, de différentes méthodes de fragmentation qu'on voit qui causent
peut-être une performance moins efficace qu'on pourrait le voir pour les lanceurs d'alerte et pour les autorités fédérales ou provinciales qui, par la suite, tentent d'appliquer les lois en matière de corruption. Merci encore à toutes les trois. Donc, on retient de ces échanges très concrets plusieurs lignes directrices également. Donc, une cohérence dans les systèmes, à la fois au niveau normatif et au niveau des entreprises. Le cas échéant, une mutualisation, parce que c'est aussi important. Et je vois tous les échos qui se font avec la première table ronde. Il y a aussi un enjeu important de structuration de la procédure, de structuration de l'enquête interne, et comme on parle de l'humain, de compétences des équipes chargées de ces enquêtes, et donc de formation, ce qui rejoint l'ensemble de la nécessité de la formation anti-corruption au sein du secteur privé. Sans plus attendre, je vais donner la parole à la salle, s'il y a des questions qui voilà, sont nourries par nos échanges. Merci beaucoup. Je réagis par rapport à la dernière intervention de Kathleen sur les intentions réelles du lanceur d'alerte. C'est un sujet qui n'a pas encore été abordé en termes de place qu'occupent dans les alertes, recevables ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut s'en apercevoir après coup, la place qu'occupent les alertes qui sont motivées par de mauvaises intentions. Sans aller plus loin dans les détails, vous comprenez ce que je veux dire. En vérité, il y a très peu d'alertes qui relèvent de mauvaises intentions, enfin, quand on regarde. En tout cas, ce critère de bonne foi, c'est un impact positif dans la façon dont on parle aux managers. Parce que moi, je dis souvent, quelque part, si vous incarnez les valeurs dont la probité fait partie, alors vous avez une autorité naturelle. Si un manager commence à avoir des pratiques ou des comportements un peu déviants, soit vis-à-vis de l'humain, soit d'un point de vue probité en tant que tel, hein, quelque part, ils sont vite remis en cause par leurs collaborateurs. Et pour répondre à Kathleen, moi, jamais, et aucune entreprise, en tout cas avec lesquelles j'échange, ne pose la question de la bonne foi. C'est un critère qui est extrêmement difficile à évaluer. En vérité, ils sont tous de bonne foi et ils pensent en fait remonter des manquements par rapport à un code de conduite ou par rapport à un règlement. Donc c'est quelque chose qu'on challenge très très peu. Et je ne me vois pas questionner un lanceur d'alerte en lui disant mais est-ce que vous n'avez pas une arrière-pensée derrière votre alerte ? Chez nous, en tout cas en France, ça n'existe quasiment pas. Enfin, je m'engage peut-être un peu fort, mais ça n'existe pas. Au Canada, ça vit très bien, ce pensée-là. Moi, je l'ai eu l'exemple du lanceur d'alerte dont on peut questionner les motifs. Et puis, n'oubliez pas que moi, je vrais dans un monde de droit pénal. Et notre lanceur d'alerte a finalement communiqué avec les autorités pour déclarer tout un régime de pourboires payés à l'étranger. Et le lanceur d'alerte avait, au tout début du stratagème, participé et reçu lui-même certains fonds. Et moi, je dis, so what? Ça change quoi du fait qu'il ait reçu certains pourboires? C'est évident que les autorités policières pourront se poser les questions. Est-ce qu'il devrait avoir certaines procédures d'intenté ou une enquête contre cette personne-là? On se posera la question en temps et lieu, mais ça ne change pas le fait que n'eût été du fait qu'il a finalement décidé « ça ne marche pas, il faut que j'arrête d'agir, il faut que je prenne action contraire ». Ça l'a mené à une poursuite qui a eu du succès dans un contexte international, dans un pays en développement qui avait vraiment besoin qu'on regarde les activités de la compagnie canadienne. Donc, je pense que quand on s'attarde trop
sur les motifs, à un moment donné, je pense qu'on perd quelque chose d'important et on permet des activités de corruption de continuer. Juste pour remarquer que la loi Wasserman le prévoit quand même d'agir si finalement derrière l'alerte il y a une soupçon de règlement de compte. C'est quand même, enfin, le lanceur d'alerte. Alors, il y a des pays dans lesquels il n'y a pas encore cette maturité, mais on a quand même des lanceurs d'alerte en France qui sont plutôt assez professionnels dans leur façon d'écrire leurs alertes. Donc, jamais ils n'écriront. Je le fais parce que, en fait, voilà. Non, mais je le dis, et même quand on les a en entretien ou quand on collecte en fait le détail de l'information, ça arrive ça arrive pas. Et je pense que l'enjeu, en tout cas nous, direction de l'éthique, qui avons cette charge de gérer, on a aussi un enjeu de traiter au plus vite pour que les faits puissent cesser. Je reviens sur cette question parce que derrière, il y a des enjeux de réputation. Je vous renvoie à l'affaire LuxLeaks, je vous renvoie à l'histoire de Nicolas Forissier, à différentes histoires qui ont été extrêmement médiatisées sur ce sujet et qui montrent qu'aujourd'hui, le lanceur d'alerte, il est persévérant et que l'entreprise a tout intérêt de prendre en considération son alerte dans le détail. Sur la question des délais, ça n'a rien à voir avec la question mais je profite de ça. Dans les chiffres clés qu'on peut avoir, des fois, il y a une pression sur il faut traiter rapidement. Pour moi, il n'y a pas de délai raisonnable à traiter une alerte. Il faut la traiter bien et ça peut prendre du temps. Là où il y a, dans certaines entreprises, il faut traiter en 45 jours, 30 jours. Je vois des choses et ça, c'est contre-productif avec le métier de traitement des alertes. Oui, bonjour. Je voulais réagir par rapport au motif justement du lanceur d'alerte. Alors nous, on a une expérience un peu différente effectivement, ce n'est pas parce qu'un lanceur d'alerte n'a pas un motif parfaitement noble qu'il ne dit pas des choses vraies. Donc ça, c'est clair que d'un point de vue éthique, ça doit être étudié, il n'y a pas de sujet. Après, la question de la bonne foi, nous, on reçoit des signalements où évidemment le lanceur d'alerte, qui n'est pas complètement stupide, l'auteur du signalement, je dirais plus, qui n'est pas complètement stupide, ne dit pas « je signale parce que je suis sur le point de me faire licencier ». Mais on constate qu'il signale parce qu'il est sur le point de se faire licencier et qu'il espère que le signalement va bloquer le licenciement. Et ça, c'est des cas qui sont quand même assez fréquents. Donc il faut investiguer quand même pour savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas, parce que c'est pas parce qu'il va se faire licencier qu'il dit des choses fausses. Mais dans un certain nombre de cas, in fine, il y a un temps d'investigation sur tous ces cas-là qui est assez important, parce qu'il faut les investiguer, mais qui montre que la personne a pris une fois où son manager lui a mal parlé, c'est souvent sur des sujets RH, mais pas que, ou une fois où il a cru que peut-être il y avait une procédure qui avait été contournée, ou des choses carrément fallacieuses, ça arrive aussi, pour dire « je suis lanceur d'alerte, je suis protégé ». Donc, il y a quand même une instrumentalisation, elle existe. Nous, notre rôle, c'est d'apprendre aux personnes, effectivement, à avoir le biais de se dire, ce n'est pas parce qu'il peut y avoir instrumentalisation qu'il ne faut rien faire, parce que ça peut être vrai, mais aussi à avoir le biais de se dire, attention, le lanceur d'alerte, il n'est pas toujours de bonne foi et il ne dit pas toujours la vérité. Les deux sont vrais. Et aussi à adapter les moyens sur la vérification de la crédibilité. Quelqu'un parlait de vérification. Parfois, on ne peut pas passer à l'enquête interne complète pour tous les signalements, parce que parfois, ils ne sont pas faits de bonne foi, et quand on commence à regarder, on voit tout de suite qu'ils ne sont pas crédibles. Voilà, nous, ça nous est arrivé chez Aéroports de Paris de suspendre un licenciement le temps de l'enquête. Parce que qui dit licenciement peut être aussi une mesure de représailles potentielle par rapport à des faits qu'un écosystème veut préserver. Donc ça peut arriver aussi, c'est vrai.
Je partage pleinement effectivement votre point d'attention. Parfois, ça peut aussi émaner des organisations syndicales. Et on peut comprendre effectivement, comme tu le disais, par rapport à un climat de tension, effectivement, de bien mesurer le contexte d'une alerte qui peut remonter. Oui. Et je trouve que les principes que vous avez évoqués d'indépendance de la chaîne de traitement de l'alerte et de formation des enquêteurs permettent justement de creuser les choses et d'objectiver les faits qui ont fait l'objet du signalement. Une autre question ? Allô, oui. Bonjour, je suis Carmen Briceño, je suis la responsable de la commission compliance de la FGE, donc Association de juristes, française de juristes d'entreprise, et nous sommes co-auteurs du guide d'alerte interne, et aussi d'enquête interne, dont a parlé Stéphanie Coupe tout à l'heure. Et je voulais rebondir sur le rôle de lanceur d'alerte qui est à la fois victime du fait qu'il reporte. On a pu constater, ce n'est pas de l'instrumentalisation, il rapporte un délit, mais c'est son cas particulier, ce n'est pas le cas de l'entreprise. Et on a vu que les défenseurs des droits a évoqué la question dans son rapport bisannuel, effectivement, parce que c'est un sujet donc il manque encore un peu de guide, parce qu'effectivement, la victime, la possibilité de porter plainte, mais à la fois, elle voulait alerter du comportement de l'entreprise, mais je pense que parfois, il n'est pas considéré comme certifié par la défenseur des droits. Donc, quel est votre avis sur la question? Vous êtes confronté également? Moi, je veux bien une petite précision sur la question, c'est-à-dire, je n'ai pas forcément saisi la question, moi. Oui, justement, c'est comment traiter les cas des lanceurs d'alerte qui est à la fois victime du fait qu'il rapporte, qu'il signale. Et quand on dit victime, c'est-à-dire... harcèlement, par exemple, il est fait oui. objet d'un harcèlement. On est plutôt sur des cas RH, alors. Ouais. Par exemple, oui. Ouais. Moi, je ne ferai pas de distinction, en fait. Pour nous, en fait, on ne fait pas forcément de distinction sur un cas de fraude ou sur un cas de harcèlement. Il est victime. Par contre, quand il y a de l'humain comme ça en cause, on peut aller un peu plus vite. C'est-à-dire qu'on va très vite l'interroger et on va mettre en place une stratégie assez vite pour que ça cesse. Et puis après, on peut prendre des mesures de protection assez drastiques, immédiates. Ça peut être, je sais pas, du télétravail, ça peut être... voilà. Oui, en pratique, on fait ça en entreprise parce qu'effectivement, on ne veut pas ne pas traiter l'alerte, mais ça revient à la question peut-être à poser à l'agence, non pas l'agence parce que c'est le harcèlement, au défenseur des droits, sur le fait que comment elle est protégée quand elle est victime de l'harcèlement. Mais ce n'est pas forcément le lanceur d'alerte qui fait sur des cas RH, ce n'est pas forcément le lanceur d'alerte qui fait l'alerte. Hein. Enfin, c'est pas forcément la victime, pardon, qui fait l'alerte. Oui, mais parfois, c'est la victime aussi. Ça, c'est un des premiers leviers de protection sur le cas sur ces cas RH. C'est-à-dire que quand on entend les personnes, souvent les personnes essaient de savoir qui il y a derrière. C'est quelque chose d'assez humain. Et nous, on leur rappelle régulièrement. Ce n'est pas forcément la victime qui remonte des faits de harcèlement ou des faits de déviance managériale. C'est un premier levier de protection, c'est-à-dire que la victime n'est pas forcément... et c'est une façon de l'encadrer, quoi. Donc, il faut communiquer à l'ensemble du personnel qu'il ne faut pas lancer des alertes sur son cas particulier. Mais des alertes sur des harcèlements. Non, mais en fait, que ce soit la victime ou une autre personne qui nous remonte l'alerte, on a toujours ce même discours. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément la victime qui fait l'alerte. Et on va la protéger. En fait, on va la protéger comme ça. Et puis après, on tend la main aussi en lui disant, si vous avez le sentiment de subir la moindre pression pendant le traitement, puisque c'est la première personne qu'on entend, alors remontez-nous
Et à ce moment-là, on durcit en fait les mesures de protection. Il y avait une question par là. Oui, merci. Bonjour, je suis Mélanie Legrand. Je travaille dans le secteur public. Je suis référente déontologue et alerte à la métropole européenne de Lille. Votre regard de privatiste m'intéresse beaucoup. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure lorsque la table ronde sur les acteurs publics est passée. Mais il me semble qu'à minima, dans le secteur public, une des zones de frottement importantes sur les dispositifs d'alerte, c'est le sujet de la confidentialité. Puisqu'on a, par la loi, l'obligation de préserver la confidentialité du lanceur d'alerte, des faits incriminés et de l'identité de la personne visée, enfin, de la ou des personnes visées. Alors, au moment où on reçoit le signalement, l'alerte, l'étape de recevabilité ne pose, à mon sens, pas trop de difficultés. Quand on arrive sur le traitement et qu'on passe en enquête interne, je trouve que c'est déjà plus délicat. Autant l'identité de la personne lanceur d'alerte n'est pas trop difficile à préserver, en règle générale. Les faits incriminés, là, ça devient un peu plus compliqué. La personne visée, là aussi, ça peut être un peu plus compliqué. Mais bon, globalement, disons que tout le monde joue le jeu, ce qui n'est pas forcément le cas, hein. Les personnes auditionnées, parfois, rompent la confidentialité des échanges de l'enquête. Mais voilà, ce sont les aléas opérationnels. Il y a, à mon sens, la problématique des suites. Et c'est là que je viens à ma question. Quand une enquête interne chez vous a donné lieu à la matérialisation de faits qui peuvent derrière faire l'objet de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, on se retrouve à devoir concilier cette obligation de confidentialité issue de la réglementation sur les dispositifs et le respect des droits de la défense de la personne qui est poursuivie disciplinairement. Donc ma question est la suivante. Dans le secteur privé, une personne qui est poursuivie disciplinairement à l'issue d'une enquête interne, a-t-elle ou pas communication des éléments de l'enquête interne? Si oui, jusqu'à quel niveau? Typiquement, dans le secteur public, en principe, et sauf cas très restrictif, normalement, une personne poursuivie doit avoir accès aux témoignages qui ont pu être déposés lors de l'enquête interne. Alors, merci pour la question qui effectivement est très pertinente. Le sujet de confidentialité, il est vraiment au cœur du dispositif. Je partage complètement et tout au long de l'étape de traitement de l'alerte. Effectivement, la personne suspectée, hein, jusqu'à effectivement qu'on puisse qualifier d'avérer la situation éventuelle, faisait l'objet effectivement d'une confidentialité très forte. Et à un moment donné, dans le cadre du rapport d'enquête, hein, qu'on communique aux instances dirigeantes, on doit effectivement préciser de qui ça concerne dans les faits, pour qu'il puisse y avoir derrière une sanction disciplinaire. Et effectivement, la personne, elle a été entendue, elle a confirmé les faits, elle a eu connaissance effectivement des risques qui pouvaient lui être, les risques de sanctions qui pouvaient la concerner. Et effectivement, une fois que la sanction disciplinaire est prise au plus haut niveau, un entretien est mené avec la personne pour suivre le process. Mais effectivement, c'est tout l'enjeu depuis le départ. Effectivement, soit voilà, il y a une sorte de pseudonymisation, en tout cas du lanceur d'alerte, mais en tout cas pour la personne qui est visée, forcément, on va devoir confronter les faits et forcément, on va devoir, à un moment donné, être transparent. Et c'est aussi, par rapport au lanceur d'alerte, quelque part, être aussi transparent vis-à-vis de cette personne pour dire voilà jusqu'où on va. Voilà la décision aussi qui a été prise, hein, pour qu'effectivement la personne se rende compte que l'alerte n'a pas été faite en vain. Je vais juste compléter un tout petit peu. Chez nous, tous les rapports ils sont anonymisés. Donc, moi, je vais faire la restitution, par exemple, à la personne visée et mise en cause. Je vais faire la restitution sur la base et je vais émettre au manager une recommandation qui reprend les principaux faits
le nombre de documents, le nombre d'entretiens, le nombre et les principaux faits, c'est-à-dire par rapport à des allégations, quel est le niveau de preuve qu'on a prouvé et le niveau de gravité. Et ça, on va restituer à la personne mise en cause. À aucun moment, en fait, je ne lui transmets ni les noms des personnes entendues, jamais, jamais, jamais. Même dans la procédure disciplinaire, ce sera pas le cas. C'est-à-dire qu'on va lui opposer de manière très objective des faits et le fait qu'il y ait un niveau de preuve plus ou moins important et donc la gravité, mais on n'a pas l'obligation de lui transmettre. En fait, en tout cas, chez nous, on ne fait pas et c'est une façon de protéger en fait les personnes. Sinon, en fait, on tourne en rond et quelque part, on est un activateur de représailles. Donc ça, ça, j'insiste là-dessus. Et pour le coup, sur l'aspect confidentialité, tout le monde signe des chartes de confidentialité, y compris les personnes entendues. Et ça nous est arrivé de faire régulièrement des rappels à l'ordre sur ce sujet-là. Et après, en fait, comme nous, on pose qu'un niveau de gravité, ça peut arriver que le manager veuille avoir accès à la totalité du rapport. Ce qui est souvent un fantasme parce que dans la recommandation que je rédige, les faits sont synthétiques mais extrêmement, extrêmement détaillés et permettent d'aller jusqu'à la procédure disciplinaire. Et ça nous arrive aussi de bâtir avec les RH en fait l'argumentaire pour documenter en fait la procédure disciplinaire. Pas pour faire, parce que nous on n'a pas de pouvoir de sanction du tout. On ne pose qu'un niveau de gravité, mais pour permettre au manager de poser en fait les éléments qui vont lui permettre derrière d'acter. Et puis après, je rappelle quand même que dans la procédure disciplinaire, on est bien sur des entretiens. Alors chez Aéroports de Paris, il y en a 2, mais on est bien sur des entretiens qui permettent, au regard de la gravité de fait, de poser un niveau de sanction. Donc ce qui va être apprécié, c'est aussi la gravité, mais c'est aussi la posture du collaborateur. Je vais prendre un exemple. Ça nous est arrivé d'avoir un collaborateur qui était assez malin. Il partait il avait des marchés multi-attributaires et il partait en week-end avec tous les candidats du marché. Donc il y avait une certaine équité en fait entre les candidats. Et il partait le week-end déguster du vin. Je ne citerai pas la région. Et lui, il considérait que c'était sa vie personnelle et qu'on n'avait pas... Et en entretien, bon, il s'est trouvé qu'on a trouvé une note de taxi payée par un des prestataires, donc nous, on a qualifié ça d'extrêmement grave. Et en entretien, le collaborateur persiste en disant « c'est ma vie personnelle, je fais ce que je veux ». Ben, ça, c'est quelque chose qui va être apprécié. Voilà. Et peut-être aussi un élément, je pense que c'est aussi important parce que de se doter d'outils. Nous, on a aussi une grille de gravité, c'est-à-dire qui nous permettent de regarder l'aspect réputation, l'aspect par rapport à des lois, enfin l'aspect qui nous permettent de coter sur une échelle, je crois que c'est de 0 à 10, la gravité des faits et le niveau de preuve qu'on a capté. Alors, je ne voudrais pas prendre trop de temps sur le deuxième. Peut-être une dernière question. Madame ? Oui. On parlera après. Donc, nous sommes, Virginie Adam, l'autorité des marchés financiers, nous sommes à la fois concernés par le dispositif d'alerte interne, puisque nous sommes une autorité publique indépendante. Donc, nous avons au sein de l'AMF un déontologue qui était également référent alerte, et puis également concerné par le dispositif d'alerte externe, puisque nous sommes AERS désignés par le décret. Ma question porte sur les modalités techniques du dispositif qui est mis en place. Vous avez évoqué, Madame Scoop, l'importance d'avoir un dispositif qui soit indépendant des systèmes d'information de l'entreprise. Est-ce que, à votre connaissance, au sein du cercle d'éthique des affaires, les entreprises disposent toutes d'un dispositif qui soit indépendant, c'est-à-dire qu'elles ont-elles recours à des plateformes externalisées,
À ma connaissance, ce n'est pas forcément le cas au sein des différentes autorités publiques. Voilà. Si vous pouviez nous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez recours à ce dispositif externalisé, est-ce que c'est pour des raisons de confidentialité essentiellement? Voilà, ça m'intéresserait beaucoup d'en savoir davantage. Merci. Oui, c'est ce que j'ai précisé. J'ai précisé qu'il y a 5-10 ans, quand on mettait en place ce type de dispositif, il fallait une indépendance totale, et le fait que ce soit en dehors des SI de l'entreprise, c'était un point de réassurance pour les collaborateurs. Parce que leur crainte était que si c'était intégré, potentiellement, un dirigeant pourrait avoir accès, pourrait vouloir connaître. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose un peu moins. C'est pas parce qu'on a un dispositif externalisé qu'on traite bien les alertes. C'est deux choses extrêmement différentes. Je pense que c'est un point de réassurance. Et puis après, je pense qu'il faut aussi être attentif à la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que toutes les entreprises ne peuvent pas avoir une plateforme externalisée. Donc c'est aussi, ça a aussi des coûts. Donc il faut être aussi attentif à ça. Je ne sais pas si... Et on a pas mal d'entreprises au sein du cercle, enfin pas mal. Aujourd'hui, on a moins d'entreprises qui ont encore un mail ou ce type de pratique. Après, il y a aussi des mails sécurisés. Enfin, il y a plein de façons de voir. Hein. Aujourd'hui, on a plus d'entreprises qui ont des plateformes externalisées, mais c'est pas une garantie de bon traitement. Hein. Oui, finalement, je vais répondre. Nous, finalement, on a si peu de volume en fait d'alerte que c'est internalisé. Avec une messagerie dédiée et strictement fermée à très peu de collaborateurs pour le traitement. Et effectivement, l'ensemble des documents sont sur une plateforme sécurisée en interne, pas en externe. Mais c'est un choix d'entreprise. Et après, on a beaucoup de lanceurs d'alerte qui écrivent avec des emails qui permettent de communiquer et d'être anonymes. Donc, ça n'empêche pas certains leviers de protection, comme on pourrait le penser. Bon, je vais compléter dans le sens où moi, je suis fonctionnaire public, ça fait probablement 30 ans, là, ça me vieillit un peu, c'est pas grave. C'est un problème chronique et constant, même quand on essaie de se doter de mécanismes qui sont un petit peu à l'écart de la gouvernance d'un ministère. On se rend compte que les lanceurs d'alerte n'ont pas confiance à nos systèmes. Et d'ailleurs, on a dans une loi en particulier, on doit mettre les documents à part et d'ailleurs sur papier, qui est assez antiquaire, mais c'est le seul mécanisme finalement qu'on considère suffisamment sécuritaire pour ne pas que d'autres fonctionnaires des ministères aient accès au lancement d'alerte. Donc, ça nous dit qu'en quelque part, si c'est possible d'avoir quelque chose qui est à l'extérieur complètement, c'est vraiment préférable parce qu'il y a évidemment un manque de confiance de la part des lanceurs d'alerte, malgré tout cadre juridique qu'on peut avoir en place anti-représailles. Merci encore à toutes les trois. Merci à l'assistance pour ces débats riches que je vous propose de poursuivre autour du déjeuner. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent encore.